Je m'appelle Goldie, j'ai 35 ans et je travaille comme dentiste dans une clinique privée du centre-ville. Le salaire est correct, plus que correct, en fait. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis, j'ai passé des années à l'école, et maintenant j'ai enfin la vie que j'ai toujours voulu. J'ai acheté ma propre maison il y a 3 ans, rien d'extraordinaire, mais c'est la mienne. 2 chambres et un ancien bureau que j'ai transformé en bibliothèque personnelle. Des livres partout, du sol au plafond. C'est mon sanctuaire. Ma sœur aînée Sarah a 38 ans et travaille à temps partiel dans une épicerie. Elle a 2 enfants, Emma qui a 10 ans et Jake qui en a 8. Des enfants formidables, vraiment. Tom, le mari de Sarah, travaille dans une petite usine de meubles à l'autre bout de la ville. Son salaire dépend du nombre de commandes qu'ils reçoivent, alors certains mois sont bons et d'autres, eh bien, disons que Sarah m'appelle quand les choses se gâtent. Et je ne dis jamais non. La famille c'est la famille, non ? C'est ce que j'ai toujours pensé en tout cas. Nos parents vivent dans un minuscule appartement de 2 chambres, qui semble encore plus petit lorsque nous y sommes tous réunis. Papa est retraité de la poste, maman a travaillé à la cafétéria d'une école jusqu'à ce que son arthrite devienne trop grave. Ils s'en sortent grâce à leur pension, mais à peine. Tous les dimanches, nous dînons en famille chez papa et maman. C'est le chaos, Emma et Jake courent partout, Tom et papa se disputent à propos du football, Sarah et maman se tiennent au courant des ragots du quartier. L'appartement est bruyant et bondé, mais j'adore ça. Ou du moins je l'aimais. Ce dimanche-là a commencé comme tous les autres. Je suis venue en voiture après avoir terminé quelques papiers à la clinique, j'ai apporté à maman ses biscuits préférés de la boulangerie près de mon bureau. Quand je suis entrée, tout le monde était déjà là. Sarah aidait maman dans la cuisine. Tom était sur le canapé avec papa en train de regarder un match, et les enfants étaient étalés sur le sol avec leurs tablettes. Mais quelque chose semblait différent. L'air était épais, comme avant un orage. Sarah m'a à peine regardé quand je lui ai dit bonjour. Tom n'a même pas accordé son salut habituel. Même les enfants semblaient plus calmes que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe ? Demandai-je à maman en lui tendant la boîte de biscuits. Elle s'est contentée de secouer la tête et a continué à remuer ce qui se trouvait dans la casserole, a demandé sa sœur. J'ai trouvé Sarah dans le salon, les bras croisés, fixant la télévision sans vraiment la regarder. Sarah, que s'est-il passé ? Elle s'est tournée vers moi et j'ai vu qu'elle avait pleuré. La société de Tom a fait faillite. Ils ont déposé le bilan la semaine dernière. Mon estomac s'est effondré. Oh non, je suis vraiment désolée. Mais il trouvera quelque chose d'autre, n'est-ce pas ? Il y a d'autres magasins de meubles. Non. La voix de Tom était tranchante. Il n'avait pas quitté la télé des yeux. Il n'y a pas d'autres usines de meubles dans le coin. Elles ont toutes déménagé à l'étranger ou fermé. Je me suis assis avec précaution, comme si je marchais dans un champ de mine. Eh bien, peut-être que pour l'instant, vous pourriez vous tourner vers autre chose ? Juste temporairement, jusqu'à ce que, je ne fais rien d'autre, me dit Tom, qui me regarde enfin, le visage dur. Je suis fabricant de meubles, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais depuis 15 ans. J'ai essayé de garder une voix douce. Je sais, mais peut-être juste pour quelques mois. En fait, le directeur de ma clinique m'a dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour faire de la maintenance. Réparer l'équipement, s'occuper du terrain, ce genre de choses. C'est bien payé, et il y a tous les avantages. Tom me coupe la parole. Je ne vais pas être un garçon de course, je suis un artisan. Ce n'est pas un garçon de course, dis-je. C'est un travail honnête, et le salaire est vraiment bon, selon le docteur Martinez. J'ai dit non. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de la télévision. Même les enfants ont levé les yeux de leur tablette. Je voulais souligner qu'à l'usine de meubles, Tom avait eu de nombreux jours sans commande où il s'était contenté de rester assis. À la clinique, il aurait un travail régulier et un salaire régulier. Mais je me suis tue. C'est alors que Sarah a pris la parole, la voix calme comme de l'eau glacée. Jusqu'à ce que Tom trouve quelque chose dans son domaine, vous allez devoir nous soutenir. Ma bouche est devenue sèche. De combien parle-t-on ? 2000 $ par mois, ça devrait suffire. Je me suis étouffée avec l'eau que je buvais. 2000 $ par mois, pendant je ne sais combien de temps. Sarah, je vous ai déjà aidé quand vous me l'avez demandé, mais c'est différent, je ne peux pas. Je ne peux pas ou je ne veux pas,
dit-elle d'une voix de plus en plus forte. Tom, dis-lui ce dont nous avons parlé. Tom a finalement coupé le son de la télévision. Ta sœur pense que puisque tu n'as pas de famille, tu devrais nous aider. Ce n'est pas comme si tu avais des enfants dont tu devais t'occuper. Les mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai regardé dans la pièce, maman qui faisait semblant d'être occupée dans la cuisine mais qui écoutait manifestement, papa qui était soudain très intéressé par ses mains, les enfants qui nous regardaient comme si nous étions une émission de télévision. Je ne refuse pas de vous aider, dis-je lentement. J'ai offert à Tom un travail, un bon travail. Si tu ne l'acceptes pas, ce n'est pas une urgence, c'est un choix. Le visage de Sarah est devenu rouge. Maman, dis-lui. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur son tablier. Goldie, ta sœur a besoin d'aide. Tu n'as pas d'enfant? Tu n'as pas de mari à charge. Il est temps que tu arrêtes d'être aussi égoïste et que tu aides ta famille. Égoïste, le mot résonne dans ma tête. Je ne suis pas égoïste, je suis rationnelle. J'ai proposé mon aide sous la forme d'un emploi, et elle a été rejetée. Je ne peux pas soutenir des gens qui ne s'aident pas eux-mêmes. Tom s'est levé. Allez, Sarah, va chercher les enfants, on s'en va. Ils sont partis sans me dire au revoir. Maman et papa ont passé l'heure suivante à me dire à quel point ils étaient déçus, à quel point la famille était censée être soudée, à quel point j'étais cruelle et sans cœur. Je suis rentrée chez moi en silence, les mains tremblantes sur le volant. Une fois arrivée chez moi, je me suis assise dans ma bibliothèque, entourée de tous mes livres, et je me suis demandé s'ils avaient peut-être raison. J'étais peut-être égoïste. J'aurais peut-être dû dire oui. Mais Tom pouvait travailler. Il choisissait de ne pas le faire. Et c'est ce qui me semblait être le vrai problème. 2 semaines se sont écoulées sans un seul appel de ma famille. Et honnêtement, j'étais soulagée. Avant ce dîner d'enfer, mon téléphone sonnait constamment. Sarah appelait pour demander de l'argent pour les courses. Maman m'appelait pour me dire que Sarah avait besoin d'aide pour payer la facture d'électricité. Papa m'appelait pour me dire que la voiture de Tom avait besoin de réparation et que je pouvais l'aider. Mais maintenant? Le silence, un silence magnifique et paisible. Je suis allée au travail, je suis rentrée à la maison, j'ai lu mes livres, j'ai regardé Netflix sans interruption. Je n'avais pas à m'inquiéter de voir mon téléphone bourdonner d'une nouvelle demande d'argent. Je n'avais pas à me sentir coupable chaque fois que je m'achetais quelque chose de bien. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail. J'ai redoublé de patience. J'ai commencé ce cours de formation continue en ligne que j'avais remis à plus tard. J'ai même réorganisé toute ma bibliothèque à la maison, en classant les livres par auteur plutôt que par sujet. Cela m'a fait du bien de me concentrer sur ma propre vie pour une fois. Mais bien sûr, cela ne pouvait pas durer éternellement. L'appel est arrivé un mardi soir. J'étais installée sur mon canapé avec une tasse de thé et un roman policier lorsque mon téléphone a sonné. Le nom de Sarah s'est affiché sur l'écran. Mon estomac s'est immédiatement emballé. J'ai failli ne pas répondre. Mon doigt a frôlé la touche de refus, mais la curiosité l'a emporté. Allô? Goldie, la voix de Sarah était différente, pas en colère comme la dernière fois, mais pas vraiment chaleureuse non plus. Il faut qu'on parle. Peux-tu venir chez papa et maman? S'il te plaît. Sarah ne disait jamais « s'il te plaît » à moins que quelque chose n'aille vraiment mal. J'ai soupiré et j'ai regardé ma soirée confortable. D'accord, donne-moi 30 minutes. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents m'a semblé plus long que d'habitude. Je me demandais ce qu'ils voulaient. Plus d'argent, évidemment, mais pourquoi faire? Peut-être que Tom avait finalement ravalé sa fierté et trouvé un emploi quelque part. Peut-être allait-il s'excuser pour la façon dont il m'avait traité. Lorsque j'ai frappé à la porte, papa a répondu. Sarah, Tom et les enfants étaient tous assis sur le canapé, comme s'ils posaient pour un portrait de famille. Maman était dans son fauteuil, les aiguilles à tricoter cliquetant. Tout le monde m'a regardé quand je suis entrée. Tom s'est raclé la gorge. J'ai trouvé un travail. Mes sourcils se sont levés. Oh, c'est super, où? En Arizona, dans la région de Phoenix. Il y a une entreprise de meubles sur mesure? Des trucs haut de gamme. Mon copain Rick de l'école de commerce y travaille maintenant. Il a parlé de moi en bien. J'ai ressenti une lueur de bonheur sincère pour eux. C'est merveilleux, Tom, quand commences-tu?
Dès que nous pourrons nous y rendre, a dit Sarah, mais c'est le problème. Je me suis dit, quel problème? Sarah a regardé Tom, puis moi. Nous n'avons pas l'argent pour déménager. 7,2 cents. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tom a commencé à cocher des éléments sur ses doigts. Le camion de déménagement pour toutes nos affaires, le premier mois de loyer et la caution pour un appartement. Ensuite, il nous faut de l'argent pour vivre jusqu'à ce que je reçoive mon premier salaire, l'essence pour aller là-bas, les dépôts pour les services publics. Une partie de moi avait envie de rire. Il y a 2 semaines, il demandait $2000 par mois pour une durée indéterminée. Maintenant, il voulait plus de $7000 d'un coup. Mais une autre partie de moi faisait le calcul. S'il déménageait en Arizona, je n'aurais plus jamais à faire face à des demandes d'argent incessantes. $7000 pour une tranquillité permanente? C'était peut-être une bonne affaire. Si je te donne cet argent, ai-je dit lentement, c'est fini. Tu ne me demanderas plus d'aide, tu te débrouilleras toute seule après ça. Sarah a hoché la tête rapidement. Sarah acquiesce rapidement. Tom gagnera beaucoup d'argent là-bas. Nous n'aurons plus besoin d'aide. J'ai regardé Tom. Et tu es sûr de ce travail? Rick dit qu'il se développe rapidement. Beaucoup de gens riches à Phoenix veulent des produits sur mesure. Le salaire est presque le double de ce que je gagnais ici. D'accord. Le mot est sorti avant que je puisse l'arrêter. Je vais ouvrir un compte séparé et y transférer l'argent. Tu pourras y accéder pour le déménagement. Sarah s'est levée d'un bond et m'a serré dans ses bras. Merci, Goldie, merci beaucoup. Maman a souri pour la première fois depuis des semaines. Je savais que tu serais là pour ta famille. Le reste de la soirée s'est bien passé. Sarah et maman ont commencé à organiser une fête d'adieu, en invitant tous les oncles et tantes. Les enfants étaient enthousiastes à l'idée de vivre dans un endroit chaud où ils pourraient nager toute l'année. Tom semblait plus détendu que je ne l'avais vu depuis des mois. Nous devrions organiser la fête ce week-end, dit maman. Cela laissera le temps à tout le monde de venir dire au revoir. C'est parfait, dit Sarah. Goldie, tu aideras aux préparatifs, n'est-ce pas? Bien sûr, ai-je répondu, pensant déjà à la façon d'organiser le virement bancaire. Tout ce dont tu as besoin. Je suis partie ce soir-là avec un optimisme prudent. Peut-être que c'était ainsi que les choses devaient se passer. Peut-être que Tom s'épanouirait en Arizona, que Sarah serait heureuse et que je pourrais retrouver ma vie sans me sentir coupable. Le lendemain, j'ai appelé ma banque et j'ai ouvert un compte supplémentaire comme je l'avais promis. J'ai transféré les $7200 et j'ai donné à Sarah les informations de connexion. Elle m'a appelé immédiatement pour me remercier à nouveau. Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment en train de se produire, m'a-t-elle dit. Oh, et Goldie. Je dois te demander une dernière faveur. Mon cœur s'est un peu affaissé. Quoi? Le bail doit être signé par quelqu'un qui a un bon crédit. Le crédit de Tom a été mis à mal lorsque l'entreprise de meubles a fait faillite. Pourriez-vous signer le bail? Ce n'est qu'une formalité. J'ai réfléchi. J'avais un bon crédit, et si Tom obtenait vraiment ce travail? Il pourrait payer le loyer. D'accord, mais juste pour cette fois. Sarah m'a dit, tu es la meilleure des sœurs. J'ai appelé mon amie Janet, agent immobilier, et lui ai demandé de m'aider à louer un appartement dans un autre état. Elle s'est occupée de tout en ligne. Le lendemain après-midi, j'avais signé le bail et transféré la caution du compte que j'avais ouvert pour Sarah. Tout semblait se mettre en place. Et la fête d'adieu était prévue pour le samedi soir. Sarah s'occupait de tout organiser. Tom s'occupait de son nouveau travail. Les enfants emballaient leurs jouets préférés. En fait, je me réjouissais de cette fête. J'avais l'impression que nous allions finir sur une bonne note, que notre famille allait peut-être redevenir une famille au lieu que je sois le distributeur automatique de billets personnels de tout le monde. Le vendredi n'a pas pu arriver assez vite. En fait, j'étais très excitée à l'idée de cette fête d'adieu. J'avais acheté une bonne bouteille de vin et une carte pour Sarah et Tom. La fête devait avoir lieu le soir même et j'avais prévu de m'y rendre directement après le travail. J'étais en train de faire le ménage quand mon téléphone a sonné. J'ai vu la notification s'afficher, un message de Sarah, mais j'étais occupée avec mon patient et je n'ai pas pu vérifier. Je me suis dit qu'elle confirmait probablement l'heure ou me demandait d'aller chercher quelque chose pour la fête.
J'ai terminé avec mon patient, je me suis lavé les mains et j'ai finalement pris mon téléphone pour lire le message. Il m'a glacé le sang. Tu n'es pas invité à la fête de ce soir. C'est réservé à la vraie famille, aux gens qui se soutiennent les uns les autres. J'ai fixé l'écran, le lisant 3 fois pour m'assurer que je ne voyais pas de choses. Ma main s'est mise à trembler. Je l'ai appelé immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ce texte ? J'ai dit quand elle a décroché. Sa voix était glaciale. Exactement ce qu'il dit. Tu n'es pas le bienvenu ce soir. Tu es fou ? Je viens de vous donner $7200. Seulement parce que vous voulez qu'on parte. Tu veux qu'on soit le plus loin possible pour ne plus avoir affaire à nous. Ma bouche s'est ouverte. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas ? Tu as refusé de nous aider quand nous avions besoin d'un soutien mensuel. Tu nous as fait comprendre que Tom n'était pas assez bon pour le travail que tu lui proposais. Tu nous as toujours méprisés. J'étais tellement en colère que j'avais du mal à parler. J'ai proposé à Tom un vrai travail, bien payé et assorti d'avantages sociaux. Il a refusé parce qu'il était trop fier. Et oui, je t'ai aidé à déménager parce que je pensais que c'était bon pour ta famille. Sarah rit. Mais ce n'est pas un son joyeux. Tu nous as aidés à déménager parce que tu es égoïste et que tu m'envies. Tu m'envies parce que j'ai un mari et des enfants et que tu n'en as pas. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que si. Tu as toujours été jaloux que j'ai une vraie famille alors que tu es tout seul dans ta maison avec tes livres. Ce soir, c'est pour les gens qui se soucient vraiment les uns des autres, pas pour ceux qui pensent que l'argent résout tout. Elle a raccroché. Je suis restée assise dans mon bureau, à regarder mon téléphone. Mes yeux brûlaient de larmes, mais j'étais trop en colère pour pleurer. J'ai immédiatement appelé le numéro de ma mère. Je suis tombée directement sur la boîte vocale. 15 minutes plus tard, j'ai reçu un message de maman. Je suis d'accord avec Sarah, ne viens pas ce soir. J'ai conduit jusqu'à la maison, furieuse, l'esprit en ébullition. Il ne voulait pas de moi à la fête ? D'accord. Mais il n'avait pas mon argent non plus. Et la première chose que j'ai faite en rentrant chez moi a été de me connecter au compte bancaire que j'avais ouvert pour Sarah. La plupart de l'argent s'y trouvait encore. Ils en avaient utilisé une partie pour le dépôt de l'entreprise de déménagement, mais il restait encore plus de $6000. J'ai immédiatement bloqué l'accès de Sarah. Puis j'ai appelé Janet, mon ami agent immobilier. Janet, j'ai besoin que tu appelles le propriétaire de l'appartement en Arizona. Je veux annuler le bail que j'ai signé. Que s'est-il passé ? Un drame familial. Peux-tu lui demander s'il me laisse résilier le contrat ? Je lui expliquerai qu'il y a eu un malentendu. Je l'appelle tout de suite. En attendant, j'ai ouvert la bouteille de vin que j'avais achetée pour la fête et je me suis servi un grand verre. Puis je me suis assis dans ma bibliothèque et j'ai essayé de me calmer. Janet a rappelé 1 heure plus tard. Bonne nouvelle. Le propriétaire est très compréhensif. Il m'a dit que ce genre de choses arrivait lors des déménagements familiaux. Il annule le bail sans pénalité et rendra la totalité de la caution. Merci beaucoup. Après avoir raccroché, j'ai bloqué les numéros de téléphone de tout le monde, Sarah, Tom, maman, papa. Tous. Je savais qu'ils m'appelleraient une fois qu'ils auraient réalisé ce que j'avais fait, et je ne voulais pas l'entendre. J'ai passé le reste de la soirée dans ma maison tranquille, avec mon vin et mes livres. Pas de fête, pas de famille, pas de drame. Juste la paix. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai bien dormi. Samedi matin, je me suis réveillée en entendant quelqu'un frapper à ma porte d'entrée. Des coups forts et agressifs qui duraient probablement depuis un certain temps. J'ai levé les yeux vers la fenêtre et je les ai tous vus, maman, papa, Sarah, Tom. Et même les enfants. Ils avaient l'air furieux. Je savais que je ne pouvais pas éviter cette conversation. J'ai ouvert la porte et ils sont entrés chez moi sans y être invités. Tu as bloqué le compte, a crié Sarah avant même d'être entrée. Oui, je l'ai fait. Nous sommes censés déménager aujourd'hui, le camion arrive ce matin. J'ai haussé les épaules, ce n'est pas mon problème. Tom s'est avancé, tu ne peux pas faire ça. Je suis censé commencer à travailler la semaine prochaine. Tu aurais dû y penser avant de décider que je n'étais pas de la famille. Maman secoue la tête, Goldie, c'est terrible. Même pour toi,
c'est vindicatif. Vindicative, dis-je en riant. Vous m'avez tous dit que je n'étais pas de la famille. Vous m'avez désinvité de la fête. Eh bien, félicitations, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Je ne suis pas votre famille. Donc je ne suis pas non plus votre distributeur automatique. Sarah s'est assise sur mon canapé sans permission. Je ne partirai pas tant que tu n'auras pas réglé ce problème. Ensuite, j'appelle la police. Papa a levé les mains, attendez une minute. Non, j'ai pointé la porte du doigt, sortez tous de chez moi, maintenant, Tom est devenu tout rouge, tu sais dans quelle situation ça nous met. J'ai déjà accepté le travail. Vous auriez dû mieux me traiter. Sarah pleurait maintenant, s'il te plaît, Goldie, nous sommes désespérés. Nous avons déjà donné notre préavis pour notre appartement. Nous n'avons nulle part où aller. Oh, et au fait, ai-je dit, ressentant une satisfaction froide, j'ai aussi annulé le bail de l'appartement de l'Arizona. Donc même si tu avais l'argent, tu n'aurais nulle part où aller. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ils me regardaient tous comme s'ils m'avaient poussé une deuxième tête. Puis tout le monde s'est mis à crier en même temps. Sarah a crié que j'étais diabolique. Tom a crié à propos de son travail. Maman a pleuré en disant que je détruisais la famille. Papa essayant de jouer les pacificateurs. J'ai souri et j'ai pointé la porte à nouveau, sortez. Je ne pars pas, dit Sarah en croisant les bras. Très bien, j'appelle le 911. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à composer le numéro. Ils se sont tous précipités vers la porte, marmonnant des jurons et des menaces. Ce n'est pas fini, a crié Sarah depuis mon entrée. J'ai fermé la porte et les verrouillé. Puis je me suis servi un autre verre de vin. Même s'il n'était que 10 heures du matin. C'était la meilleure décision que j'avais prise depuis des années. Les semaines qui ont suivi ont été les plus calmes de ma vie d'adulte. Je me suis lancée dans le travail avec une énergie renouvelée. J'ai redoublé de patience. J'ai commencé cette présentation à la conférence dentaire que je remettais à plus tard depuis des mois. Je me suis même inscrite à un séminaire d'un week-end sur les nouvelles techniques d'implantation. Cela m'a fait du bien de me concentrer à nouveau sur ma carrière au lieu de m'inquiéter constamment des finances de ma famille. À la maison, j'ai réorganisé toute ma bibliothèque. Cette fois, j'ai classé les livres par date de publication, ce qui était probablement exagéré, mais cela m'a donné quelque chose à faire avec mes mains pendant que mon esprit digérait tout ce qui s'était passé. J'ai également commencé à me préparer des repas plus élaborés, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Alors que je m'inquiétais toujours de la prochaine urgence financière. Environ 3 semaines après la confrontation chez moi, j'ai rencontré Lisa Chen à l'épicerie. Lisa était une amie de Sarah au lycée, quelqu'un que je connaissais vaguement depuis des années. Elle travaillait à la banque du centre-ville et semblait toujours connaître les affaires de tout le monde. Oh, Goldie, dit-elle en me voyant au rayon fruits et légumes. J'ai appris ce qui s'est passé avec Sarah et Tom. Je me suis crispée, m'attendant à un sermon sur la loyauté familiale ou sur le fait que j'aurais dû être plus compréhensive. A eu lieu de cela, Lisa a baissé la voix et s'est rapprochée. J'ai appris qu'ils avaient dû emménager chez tes parents. Tous les 6 dans ce petit appartement. J'ai pris un sac de pommes, en essayant de garder une expression neutre. Oui. Tom n'a pas trouvé l'argent pour déménager en Arizona après tout. Il a fini par accepter un emploi de chargeur dans cet entrepôt sur Industrial Boulevard. Sarah se plaint à tout le monde qu'il a mal au dos à force de soulever des charges lourdes. J'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de culpabilité. Satisfaction parce que Tom aurait pu éviter tout ce gâchis en acceptant le travail d'entretien que je lui avais proposé à la clinique. Culpabilité parce que je savais à quel point il était impatient de travailler dans l'ameublement en Arizona. Sarah, demandai-je malgré moi. Lisa a fait la grimace, elle raconte à qui veut l'entendre comment tu as saboté leur déménagement par dépit. Elle dit que tu es jalouse de sa famille et que tu voulais les garder coincés ici. Et la culpabilité s'est évaporée instantanément, n'est-ce pas? La plupart des gens y croient. Tout le monde sait que vous les aidez financièrement depuis des années. Quand elle raconte l'histoire, elle oublie toujours la partie où elle t'a désinvité de la fête. J'acquiesce et commence à m'éloigner, mais Lisa me touche le bras. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien fait. Sarah a toujours attendu des autres qu'ils résolvent ses problèmes.
Peut-être que cela lui apprendra l'indépendance. J'ai remercié Lisa et j'ai terminé mes achats, mais ces paroles sont restées gravées dans ma mémoire. Est-ce que je faisais vraiment ce qu'il fallait? Ou étais-je juste mesquine et vindicative comme maman l'avait dit? Ce soir-là, je me suis assise dans ma bibliothèque avec un verre de vin et j'ai vraiment réfléchi. Oui, j'étais blessée par les paroles de Sarah qui disait ne pas être une vraie famille. Oui, j'étais en colère de ne pas avoir été invitée à la fête après avoir donné tout cet argent. Mais ma réaction était-elle proportionnelle? Tom faisait maintenant un travail manuel qui lui faisait mal au dos au lieu d'exercer le métier de ses rêves en Arizona. Sarah et les enfants s'entassaient dans le petit appartement de mes parents au lieu d'avoir leur propre maison. Mes parents devaient gérer le stress lié à la présence de 4 personnes supplémentaires dans leur foyer. Puis je me suis souvenu du visage de Tom lorsqu'il avait rejeté mon offre d'emploi. La façon dédaigneuse dont il avait qualifié le fait d'être un garçon de course. La capitalisation de Sarah lorsqu'elle a exigé $2000 par mois. Les paroles de maman qui m'a qualifié d'égoïste parce que je n'avais pas d'enfant. Ils ont fait leur choix. Tom a choisi la fierté plutôt qu'un emploi pratique. Sarah a choisi de m'attaquer au lieu d'être reconnaissante de l'aide que je lui avais offerte. Maman a choisi de se ranger du côté de Sarah au lieu de voir les deux côtés de la situation. J'avais proposé une aide concrète sous la forme d'un emploi stable, bien rémunéré et assorti d'avantages sociaux. Lorsque cette offre a été rejetée, j'ai proposé mon aide pour le déménagement en Arizona. Lorsqu'on m'a dit que je n'étais pas de la famille, j'ai agi en conséquence. J'étais peut-être vindicatif. Mais j'en avais assez d'être le filet de sécurité de tout le monde et d'être traité comme un distributeur automatique de billets plutôt que comme une sœur. La culpabilité s'est estompée au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois. J'ai recommencé à sortir. Ce que je n'avais pas fait depuis des années parce que j'étais toujours trop stressée par les drames familiaux pour me concentrer sur ma propre vie. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque locale. J'ai même pris des cours de poterie. Le week-end. Ma maison est redevenue un foyer et non plus un simple endroit où dormir entre 2 crises familiales. Je pouvais m'acheter des choses sans me demander si Sarah aurait besoin d'aide pour payer son loyer ce mois-là. Je pouvais faire des projets sans me soucier des appels téléphoniques d'urgence. De temps en temps, je me demandais comment ils allaient tous. Les enfants s'adaptaient-ils bien au fait de partager une chambre chez leurs grands-parents? Le dos de Tom le gênait-il vraiment, ou était-ce juste Sarah qui jouait la comédie? La santé de mes parents avait-elle souffert du stress et du chaos supplémentaires, mais je n'ai jamais appelé pour le savoir. Et ils ne m'ont jamais appelé. Parfois. Je voyais des gens que je connaissais en ville, d'anciens voisins, d'anciens amis de la famille, et je pouvais deviner à leur expression qu'ils avaient entendu une version ou une autre de l'histoire. Certains me regardaient avec sympathie, d'autres avec jugement. J'ai appris à ne pas m'en préoccuper. La vérité était compliquée, comme la plupart des situations familiales. Nous avions probablement tous raison et tort de différentes manières. Mais j'en avais assez d'être la seule à devoir faire des compromis, des sacrifices. À devoir tout régler avec mon argent. Je ne savais pas si nous nous réconcilierions un jour. Peut-être qu'un jour Sarah comprendrait que j'avais essayé de l'aider du mieux que je pouvais. Peut-être que maman comprendrait que je n'étais pas obligée de soutenir financièrement des adultes valides qui choisissaient de ne pas travailler. Peut-être que Tom reconnaîtrait que son orgueil a fait perdre à sa famille une véritable opportunité. Ou peut-être que rien de tout cela n'arriverait. Peut-être que nous resterions séparés pour toujours, et peut-être que c'était bien ainsi. J'avais 35 ans, une carrière réussie, une maison que j'aimais, pour la première fois depuis des années, le contrôle total de ma propre vie. J'avais des amis qui m'appréciaient pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais leur apporter. J'avais des loisirs, des intérêts et des objectifs qui n'avaient rien à voir avec les problèmes des autres. Si cela me rendait égoïste, je pouvais vivre avec.